Il aura fallu la pandémie de la Covid-19 avec les fermetures des frontières pour qu'enfin on s'intéresse à eux. Jusque-là, on les prenait pour des plaisantins ou au mieux des illuminés. Personne n'avait envie de parier ou de miser sur eux. Si oui, quelques rares mécènes aussi fous qu'eux. Puis d'un coup, par leur inventivité, par la technicité et leur adaptabilité, pour utiliser un terme dans le vent, ils ont prouvé aux yeux de tous leur génie, leur utilité, en proposant des solutions pratiques, moins coûteuses. Ils ont innové en apportant des solutions au moment où les fournisseurs traditionnels étaient absents et détournés vers eux-mêmes. Des respirateurs, des sas désinfectants, des couveuses pour prématurés. Ça marche. Et les populations et les autorités semblent enfin convaincus de leur génie. Enfin, ils représentent désormais le Made in Africa. Le grand public croit-il enfin en eux? Ont-ils une place en Afrique? Seront-ils moins maltraités? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui au Mali, en marge du forum de Bamako, cadre de réflexion des intellectuels universitaires et politiques sur les problématiques continentales. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs inventeurs primés ici et ailleurs. D'abord, Muntaga Keita, le génie trouve-tout guinéen qui a conçu entre autres la tablette HealthScan, capable de détecter les symptômes de la Covid-19. Muntaga Keita est aussi le patron de Tulip Industries. Il est dans le même temps l'inventeur d'une borne de télémédecine permettant aux professionnels de santé d'ausculter les patients à distance. Ceci n'est qu'une partie de ses inventions. Je n'oublie pas les ordinateurs debout. Il a remporté la médaille d'or au 47e Salon international de Genève en Suisse. Il est cité parmi les 50 meilleurs innovateurs africains à Kigali. Bonjour Muntaga Keita. Bonjour. Merci d'être là. Second invité de ce plateau, Serge Armel Ndjidjou, le fondateur de Fab Labayu Techno. Il est le champion de la lutte contre la mortalité infantile en fabriquant les couveuses néonatales interactives qui fonctionnent même en cas de coupure d'électricité. Au sein de l'Agence universitaire pour l'innovation, dans le climat de psychose de la Covid-19, il a créé le portique désinfectant au Cameroun, qui équipe désormais de nombreux édifices et administrations. Bonjour Serge Armel Ndjidjou. Bonjour M. Foucault. Troisième invité de ce plateau, des inventeurs Made in Africa, Chérif Aïdara, le patron d'Africa Solar, entrepreneur franco-malien en énergie solaire qui fabrique des lampes écologiques faites à partir d'éléments recyclés pour le Mali. Comme les deux autres invités, il a remporté de nombreux prix. Bonjour Chérif Aïdara. Bonjour Alain. Quatrième invité, le moins jeune du plateau, génie dans son domaine, le docteur Savaï Nyoumou, chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de médecine, expert en télémédecine et e-santé, et expert de l'Union internationale des télécommunications. Bonjour et merci d'être là, docteur Savaï Nyoumou. Bonjour. Merci. Alors, sur ce plateau, on vous regarde un peu en se disant qui sont ces génies trouve-tout que l'on a amenés aujourd'hui. Je vais commencer par Muntaga Keita. On va d'abord savoir comment vous arrivez dans les inventions. Quelle est votre formation? Alors d'abord, je suis juriste à Paris, 4 années de droit, Université Paris 5. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah si, ensuite aux États-Unis, eh bien j'étais banquier, voilà, pendant 10 ans dans les plus grosses banques américaines, y compris Bank of America, SunTrust Bank, directeur de banque. Mais une fois arrivé en Guinée, eh bien j'ai constaté qu'il y avait des lacunes. Et ce n'était pas au niveau de l'esprit, ce n'était pas au niveau de l'intelligence, c'est plutôt les équipements. Tout ce qu'on importait, ça n'allait pas, ça ne marchait pas, ce n'était pas adapté. Donc il fallait bien que quelqu'un invente. Et comme il n'y avait personne, je me suis Vous lancé. vous êtes dit, je deviens le génie trouve-tout. Mais en même temps, quand on se dit, le bonhomme, ce n'est pas son domaine, les sciences, comment il fait pour se retrouver en train de fabriquer autant de machines, autant de choses utiles au quotidien, notamment dans le domaine de la médecine? Alors le cerveau humain est malléable. Le cerveau humain, tout ce que vous décidez de faire, vous pouvez le faire. Il suffit simplement, dans le passé, nous avions les bibliothèques. Eh bien, en Guinée, comme il n'y a pas de bibliothèque, il y a les réseaux sociaux, il y a Google, il y a YouTube, il y a les librairies en ligne. On peut s'auto-éduquer. Je me suis auto-éduqué tout seul avec les dessins 3D. Et c'est à partir de là que c'est parti. J'ai été autodidacte, je me suis formé. Eh bien, aujourd'hui, je suis là où je suis. Et vous avez trouvé une équipe sur place, des jeunes qui soient capables de monter, par exemple, cet appareil qui peut détecter les symptômes de la Covid-19. Au début, absolument pas. Alors, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, j'ai dû leur transmettre. La courbe d'apprentissage a été terrible, je dirais au départ, 6 mois, 1 an. Mais là, c'est parti de 2018. En ce moment, on a pu maintenant réaliser. Et l'équipe est prête. On a bougé de 2 employés à 74 employés aujourd'hui. 74.
Tous guinéens ou bien vous avez fait venir Tous des expats? Guinéens, nous avons décidé de vraiment fabriquer les choses localement, d'avoir cette fierté, parce que si on inclut une personne qui arrive de l'étranger, on dirait c'est la personne qui est venue de l'étranger qui les a enseignés. Alors j'ai recruté uniquement dans les universités guinéennes, Gamal Abdel Nasser, l'université de Sanfonia, d'autres universités à côté. Chaque année, ils m'envoient des stagiaires et nous piochons dedans. Excusez-moi, j'ai envie de satisfaire une curiosité. Comment quelqu'un qui est juriste se retrouve en train de fabriquer une borne de télémédecine qui permet aux professionnels de santé d'ausculter des patients à distance? Alors c'est très simple. En Afrique, nous grandissons avec des rêves, mais la famille décide autrement pour vous. Je suis né ingénieur, mais la famille avait décidé autrement. Toi, tu seras médecin, toi, tu seras avocat. Tout était distribué dans la famille, entre nous. Donc avant ça, vous faisiez déjà des choses, vous Eh bien, inventiez avant des ça, choses? j'inventais. Depuis l'âge de 5 ans, je bricole avec la radio de papa ou bien la télé. J'ai démonté tout ce qui était dans la maison. À Paris, j'étais tout le temps à la bibliothèque des sciences de la Villette. C'était ma mecque, cette bibliothèque. Mais Donc la c'était famille... une obligation de faire juriste. Ah oui, il fallait être avocat pour la famille, hein, sinon ça n'allait pas. Alors j'ai rempli toutes mes obligations. Voilà. Ensuite, maintenant, je vis mes rêves. Et ça marche. Très bien. Bien. On va revenir à la confiance que peut accorder l'État ou pas à vous autres inventeurs qui arrivez dans un environnement où on ne vous attendait pas. Je suppose que Serge Armel Djidjou, vous aussi, lorsque vous disiez « je suis chercheur », on dit « oui, il cherche toujours ». Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans mon cas d'ailleurs, je suis informaticien à la base, donc je suis rentré à l'université, je regardais plutôt le système d'information, gestion des notes, des choses comme ça. Donc j'étais loin, je n'étais même pas dans le périmètre technologique en tant que tel. Mais j'étais spectateur, parce qu'étant à l'université, du fait que les gens faisaient des soutenances extraordinaires, faisaient des prototypes dans les labos que je pouvais voir. Et j'étais scandalisé de voir que jamais, il n'y avait même pas un contre-exemple de quelque chose qu'on a élaboré à l'université et qui devenait un produit de consommation. Donc, c'est une frustration que j'ai traînée comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une bonne carrière à l'université. J'ai été directeur de la planification, directeur de la coopération. Mais malgré ces fonctions, je n'ai pas pu mettre sur la table de manière suffisamment puissante un agenda qui fasse que de l'intérieur de l'université, on convertit ces prototypes. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'était de la théorie, jamais quelque chose de pratique ne sortait. C'était toujours des discours. À Tchang, quand même, à mon université, on a fait des tentatives. Oui, on a fait des tentatives, on a fait une entreprise universitaire, mais sans qu'il n'en sorte quelque chose de concret. Donc, j'ai voulu à un moment donné sortir de cette frustration pour essayer. J'avoue que je ne me suis pas lancé avec des certitudes. Je me suis juste dit, c'est quand même anormal. Donc, plutôt que de bavarder, on va essayer pour voir où est-ce que ça coince réellement. Donc en fait, je fais de la recherche expérimentale. Je ne suis pas un businessman type. Je suis quelqu'un qui vient du milieu universitaire, qui veut trouver un business model qui permette qu'en Afrique, concrètement, on fabrique. Et je me heurte dans les difficultés, je cherche des solutions. Ma satisfaction serait peut-être d'avoir déblayé un chemin. Ne serait-ce qu'un itinéraire intellectuel. Alors, quelqu'un comme vous qui se retrouve en train de... Qu'est-ce qui vous amène à la couveuse électrique, la couveuse néonatale qui fonctionne à l'électricité, enfin, qui peut fonctionner sans électricité? Alors, je vais rebondir d'ailleurs sur l'interrogation que vous avez pour mon ami Keita. Il faut savoir que quand on est dans la position d'inventeur, on ne fabrique pas tout au détail. Parce que si vous êtes dans la perspective de penser que si on a fabriqué une couveuse, c'est qu'on l'a fait tout seul, comme un enfant qui fait le truc à la maison, c'est pas ça. L'inventeur, c'est celui qui a la pertinence de détecter le problème, d'avoir l'idée la plus globale et d'identifier les talents avec qui il va mettre en place. Donc, dans le cas de la couveuse, les couveuses, ça se fabrique depuis toujours. Mais pas chez nous. Elles viennent toujours Oui, d'ailleurs. elles viennent toujours d'ailleurs. Et même, il ne fallait pas juste répliquer les couveuses qui viennent d'ailleurs, au risque de tomber dans le même problème. Il fallait avoir la hauteur d'esprit de se dire, mais quel est le problème, quelle est l'originalité, par quel chemin? Parce que si on parle de la couveuse néonatale interactive, c'est pour des attributs spécifiques que nous avons donnés à cette couveuse. Le génie, c'est d'y avoir pensé. Alors, c'est quoi sa particularité? Parce qu'il faut que les gens sa particularité, c'est de comprennent. défier l'indigence énergétique. Oui. C'est-à-dire que généralement, il y a des gosses dans les hôpitaux où on les place dans le peu de couveuses qu'il y a, qui meurent parce qu'il y a des délestages, par exemple. Il y a des délestages, il y a des baisses de tension. Il y a des baisses de tension. Il y a des va-et-vient. Et comme la couveuse, c'est
fondamentalement une régulation électronique d'une enseigne, mais les cartes électroniques, elles plantent ou elles foirent. Voilà. Et puis, les gens sont trop loin, on n'a pas la carte, ça vient de Chine, d'Inde, et tout ça. Il faut des mois et des mois pour que la couveuse refonctionne. Parfois, ça ne fonctionne jamais. Ouais. Il y a pénurie de couveuses, mais je peux vous dire qu'il y a tellement de couveuses au rebut. Donc, nous, on a tout de suite compris, c'est ça la créativité, qu'il faut une couveuse qui est résiliente, d'abord aux fluctuations énergétiques, et qu'en cas de coupure, elle puisse rester assez longtemps, le temps que le courant revienne. Et même que dans des endroits où il n'y a pas de courant du tout, que ça puisse fonctionner au solaire. L'autre problématique qu'on a résolue et qui fait la particularité de cette couveuse, c'est l'interactivité qu'on a introduite. Vous savez, chez nous, il y a peu de pédopédiatres. Donc, vous avez quelqu'un qui doit gérer 10 couveuses. La couveuse est connectée à son smartphone. Ça, c'est original. Ça veut dire que... Au smartphone du médecin. Voilà. Ça veut dire que il est au marché, il est je ne sais pas où, il peut, par curiosité, savoir l'état des couveuses. Et si on l'appelle pour lui dire qu'il y a une situation, il peut déclencher une vidéo pour voir qu'il y a une détresse respiratoire et donner les consignes appropriées. Donc cette interactivité, et puis autre chose que nous avons découvert, chemin faisant, je n'y pensais même pas au départ, mais pour les parents, c'est extraordinaire. Il y a une déconnexion quand vous faites un bébé prématuré. Parce que le bébé doit être dans une enceinte. Oui. L'arsène n'est pas On facile. n'a pas le droit d'y entrer. Or, pour l'Africain, avoir la possibilité de voir sur le smartphone maintenant le bébé qui est en couveuse, ça crée une connexion inattendue. Et puis pour nous, les fabricants, cette interactivité, c'est du pain béni. Ça nous permet de faire la maintenance préventive, de voir ce qui se passe et d'imaginer de nouveaux modèles économiques. Vous imaginez bien qu'une couveuse connectée, je peux facturer à l'usage. Je peux facturer à tempérament, puisque je peux orienter le déclenchement de son fonctionnement. Vous disiez que vous n'étiez pas un businessman, mais vous y pensez quand même, c'est déjà pas mal. Alors, je me tourne vers vous. Vous, dans votre cas, j'ai envie de comprendre. Vous travaillez en France et vous décidez que, bon, voilà, je vais aller au pays, je vais aller au Mali, je vais faire des lampes écologiques au Mali, avec des objets recyclés. Ça vient comment? Quelle est votre formation à vous? En fait, moi, c'est assez atypique. En fait. Moi, j'ai fait une école de commerce, en fait. Décidément, il n'y a pas de technicien au départ. Exact. mais avant de faire l'école de commerce, moi, j'ai fait une bonne partie de ma vie, en fait, en Chine. Mon père était diplomate à l'ambassade du Mali en Chine. Donc, comme Montaga Keïta, et vous étiez en Chine, alors? Ah, excellent. De 98 en 2003. Donc, depuis très longtemps, en fait, moi, j'étais dans la commercialisation, dans la fabrication des produits. Notamment, j'ai vu en Chine comment ça fonctionnait. Donc, quand je suis rentré en France, donc j'ai commencé, donc, du coup, responsable commercial pour des groupes agents commerciaux. Et donc, ça me plaisait. Mais ce que je me suis rendu compte en rentrant au Mali, qu'il y avait vraiment un constat qui a été fait. C'était des coupures de courant tout le temps, des délestages. Suite à ce constat, en fait, lorsque je suis rentré en France, j'ai commencé à mettre en place un projet qui était de fabriquer des lanternes solaires, mais en Chine, dans un premier temps. Parce que la Chine avait le potentiel. Le seul inconvénient de ces produits, c'est que c'était des produits non recyclés. C'était des produits, c'était du polypropylène. C'était des produits fabriqués en Chine. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Par contre, je me suis fait vraiment un réseau de distribution, on va dire. Donc, j'ai vraiment commercialisé un certain nombre de volumes à la diaspora. Donc, la diaspora africaine qui est basée en Europe, France, etc., via des e-commerce aussi. Donc, après, je me suis dit, pourquoi pas créer de la valeur ajoutée? Dans ce cas-là, il faut créer quelque chose localement. Pour le faire, il faut Donc, j'avais l'expertise pour la création. Vu que je suis venu en Chine, j'ai vu comment créer. Donc, pareil, j'ai appris sur le terrain. Donc, Internet, des amis et puis, j'ai fait une formation dans les énergies renouvelables et qui m'a permis d'avoir, on va dire, une expérience. Et donc, je suis reparti en Chine, donc du coup, de chercher des composants électroniques que j'ai repris quelques-uns. Au départ, j'ai commencé avec 10 000 euros, enfin, c'était vraiment rien du tout. Je suis rentré avec ces composants électroniques au Mali et j'ai commencé à assembler avec des amis, notamment multiculturels, mauritanais, c'était pas forcément des Maliens, pour essayer d'avoir une lanterne solaire. Mais l'avantage qu'on avait, c'était des produits recyclés. Donc, du coup, on est parti sur un produit local. Le Mali, il y a le bois, le bambou. Donc, c'était de combiner un peu un produit local. Comme il disait, d'avoir une valeur ajoutée locale. Parce que c'est bien de lanterne solaire, mais si c'était avoir une touche locale, c'était encore mieux. Donc, du coup, on a vu des chutes de bois qu'on a pu récupérer. Donc, on a pu assembler avec les composants électroniques. On a réussi à avoir des lanternes solaires avec des pots de confiture, des pots de mayonnaise. Mayonnaise calvée, c'est des produits qu'on trouve énormément au Mali. Donc, on a assemblé avec les couvercles. Mais rien du tout, c'est avec peanuts. On a vraiment essayé, donc nettoyer, recycler, assembler.
Donc, du coup, après, on a retravaillé sur le packaging, tout le process de commercialisation pour pouvoir le commercialiser. Donc, et vous avez trouvé des gens sur place qui avaient la qualification pour le faire? Au départ, non. Rien du tout. Non. C'était vraiment la difficulté que j'avais. Et jusqu'à présent, ce n'est pas aussi facile. Mais c'est vrai qu'à force de... On a eu des personnes qui ont été formées, clairement, qui ont suivi des formations. Donc, on a eu des accompagnements en tant que jeune entreprise. Et donc, on a des personnes qui ont compris le process de fabrication, entre notre process de fabrication de A à Z jusqu'à l'assemblage et jusqu'à la commercialisation. Donc effectivement aujourd'hui c'est plus facile, mais au départ on a mis quelques années avant d'arriver à ça en fait. Mais ça marche aujourd'hui. Ça marche. Ça marche. Produit fonctionnel, exactement. Et les Maliens vous font confiance. Exact. Voilà. Exact. Là je me tourne vers celui qui n'est pas le géo, trouve tout de ce plateau, mais qui est dans un domaine où lorsqu'on entend parler de ça, on se dit c'est l'affaire des grands médecins, c'est les grandes cliniques d'Europe qui peuvent travailler dessus. La question de la télémédecine. Vous êtes dans la télémédecine. Vous êtes un peu vu comme le pape de la télémédecine ici en Afrique. Comment vous vous retrouvez dans la télémédecine? Alors, ça a été un peu comme un hasard. Parce que comme vous l'avez dit, moi je suis chirurgien et j'ai exercé à Paris dans des grands hôpitaux, en particulier Saint-Joseph, l'hôpital américain, l'hôpital européen de Paris. Donc ce sont des endroits où je travaillais comme chirurgien. Je faisais beaucoup de microchirurgie et de l'urologie et tout ça. Mais les Africains me sollicitaient énormément, les ambassades, les gouvernements, et me sollicitaient pour des patients qui sont en France ou qui doivent se soigner en France, en Allemagne ou ailleurs. Et finalement, je m'occupais de ces patients et je me rendais compte qu'il y avait trop d'informations qui manquaient. Le médecin il m'a envoyé, quand je lis jusqu'au bout, je me dis, mais de quoi il parle? Je ne comprends rien. Et je ne peux pas joindre le médecin. Alors j'ai attrapé quelques informations, je dis, vous êtes tout le temps en train de parler, d'aller vous promener sur la Lune. Moi, je veux des choses concrètes. Je veux que quand mon collègue là, il m'envoie un patient, s'il ne me donne pas l'information qu'il faut, ça ne passe pas. Il me dit, qu'est-ce que je veux? Je dis, si vous avez le temps, on le fait. Et on a créé en 2001 le premier DMP, dossier patient médical partagé. Ce qu'en France, ils essayent de faire jusqu'aujourd'hui. Et quand on l'a mis en place, à partir de 2003, vous pouvez être au Mali, vous regardez toutes les radios de votre patient qui est traité à l'hôpital américain. Ah oui? Directement, vous dites, ah non, ne prescrivez pas ce médicament parce que nous, on ne l'a pas au Mali. Des choses comme ça. Donc, on partageait déjà à l'époque... On créait un pont, parce que généralement, ce pont-là, il n'existe pas. Tout à fait, ça n'existait pas. On a créé ça. Ça a fait que les Français sont venus me chercher. Ah non, non, nous, on veut faire le DMP, tu dois faire partie de la commission Galien. C'est la commission nationale de réglementation de la télémédecine. Je dis, non, 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 je ne veux pas. Moi, je vais travailler avec l'Afrique. On dit, ah non, mais tu n'arriveras jamais, c'est la brousse là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Puis... C'est comme ça que j'ai fait partie de la commission Galien, mais je les ai laissés. Je dis, membre non permanent, je ne veux pas être permanent. Mais en 2003, je me suis retrouvé confronté à d'autres problèmes. Je recevais des patients, on opère du cœur, et ce patient-là, je ne peux pas le renvoyer dans son pays parce que j'ai besoin d'un électrocardiogramme tous les jours ou tous les 2 jours. Et dans son pays, c'est 3 semaines le rendez-vous. Et après, c'est un long monopiste qu'on ne peut pas photocopier, qu'on ne peut rien en faire. Et je suis obligé de les garder à Paris 2 mois pour un examen qui coûte 2 €. Ouais. Alors, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Je suis allé jusqu'à Montpellier voir l'université, la fac, et où ils surveillaient tous les pacemakers qui sont posés en France. De là-bas, ils les surveillaient. Je dis, bon, écoutez, moi, j'en ai marre, je veux un électrocardiogramme, quelque chose qui me donne les informations que je veux, quel que soit l'endroit où est le patient. Ah oui, mais c'est compliqué, et puis de toute façon, je dis, ça ne vous regarde pas. Moi, je le veux. Vous êtes toujours en train de définir nos besoins pour nous. Laissez-nous définir, je le veux. Vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. C'est tout ce que je pose comme question. Ah oui, c'est possible. Je dis, bon, allez, on y va. Et j'ai créé un appareil de télésurveillance cardiaque. Et à l'époque, je pouvais le donner au patient, il rentre au Burkina n'importe où, tous les matins, à se lever, il appuie sur le... Si c'est vert, c'est bon, si c'est rouge, c'est mauvais, il recommence. Et quand il le faisait, j'avais l'électrocardiogramme sur mon bureau, le cardiologue l'avait sur son téléphone, et on pouvait discuter et changer son traitement ou réorganiser. Un vrai pont, c'est-à-dire qu'il est à distance, mais on peut voir ce qui se passe. Là, vous vous retrouvez en train de faire de la télémédecine. Oui. À distance. Est-ce que vous avez pensé à revenir en Afrique ou bien vous continuez d'exercer sur place en France? Non, tout ce que je fais actuellement, c'est sur l'Afrique que j'ai donné des bourses à des étudiants pour aller faire. La plus célèbre, c'était, je lui ai dit, il faut m'étudier le comportement de l'image médicale dans tous les canaux sans fil. Parce que l'image médicale, quand elle sort de l'IRM, du scanner et autres, elle a un format, il faut m'étudier son comportement quand on l'envoie dans d'autres canaux. Et bon, les Français me sont tombés dessus comme ce n'est pas permis, mais quand il a fini, il est maintenant chercheur pour le Canada. Il avait toutes les universités américaines qui le voulaient, parce qu'on a montré qu'il fallait le coder autrement. Et toutes ces solutions, c'est pour l'Afrique. Et toutes mes solutions, quand j'ai inventé la valise de diagnostic à distance,
là où je l'ai proposé, c'est en Afrique. Donc il y en a dans différents pays où ils circulent, elle est indépendante, vous allez où vous voulez, vous faites un bilan complet. Sang, urine, échographie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, tout ce que vous voulez, en fonction de votre situation. De votre Et situation. c'est plus en Afrique que je le fais. Alors, généralement, quand on est content de vous avoir là, hein, on est content de savoir qu'il peut y avoir du Made in Africa et qu'en science, on n'est pas mauvais, puisqu'on avait fini par nous le faire croire. Mais est-ce que vous avez gagné la confiance sur le continent? Est-ce que quand on regarde Mountaga Keïta entrer dans un bureau, on lui dit « Ah, celui-là, on lui fait confiance » parce que pendant longtemps, il y a eu le complexe de la fabrication locale où on se dit que c'est de mauvaise qualité. Avez-vous gagné la confiance de à la fois les autorités et de vos compatriotes? Alors c'est oui et non en même temps. On n'est jamais prophète chez soi. Je suis plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur. En Guinée? En Guinée, je suis beaucoup plus connu à travers les réseaux sociaux par les jeunes qui fréquentent les réseaux sociaux. Au niveau de l'administration, au niveau des personnes beaucoup plus âgées, bien sûr, certains ont vu à la télé, mais pas vraiment connus. Mais comment ça s'explique? Ils n'ont pas vu votre produit, il est quand même concret. Le produit est très concret. C'est utilisé dans le plus grand hôpital de la Guinée aujourd'hui, avec l'équipe de professeur Soa en infectiologie. Eh bien, ils ne s'y intéressent pas. C'est le mot. Le health scan dont on parle n'est pas utilisé par d'autres sur place? Sur place, non. Mais c'est utilisé par le grand hôpital, oui. Et là aussi, on a dû faire du forcing pour que ça soit utilisé, alors qu'il n'y a aucun autre matériel qui approchait cette technologie. Mais par contre, à l'extérieur, la demande, elle est énorme. Nous sommes aujourd'hui dans 23 pays d'Afrique et nous sommes reçus en rang de ministre. Et là, ça marche très bien. Dans les autres pays, vous ont quand même... On n'est jamais prophète chez soi, mais à l'extérieur, ça marche du tonnerre. Rassurez-vous, Voilà. c'est un peu partout pareil. Dans votre cas, est-ce que... Oui, il y a l'homme de la rue, il y a les Africains qui se saisissent de voir qu'on essaie de faire quelque chose, qui nous adoptent. On est très populaire sur les réseaux sociaux. C'est drôle, c'est toujours sur les réseaux sociaux. Voilà, on est chouchou des médias. Les utilisateurs, les bénéficiaires potentiels sont très contents, mais les décideurs ont probablement d'autres grilles de lecture. C'est-à-dire ceux qui peuvent passer la commande ne sont pas forcément préoccupés nécessairement seulement par l'utilité. Ils ont d'autres paramètres peut-être que nous ne maîtrisons pas encore. Parlez très concrètement. Ben, C'est-à-dire que vous ne leur permettez pas de faire du business, c'est ça? peut-être c'est ce qu'ils pensent. Peut-être c'est ce qu'ils pensent. Et de mon point de vue, c'est un déficit d'imagination. Si le fait que... Parce que je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a l'idée que, voilà, si on achète les couveuses de AUI, tout le monde peut voir le prix. Voilà. Puisque c'est fabriqué sur place, et donc on ne peut pas le vendre 4-5 fois plus cher. Mais ils ont pourtant, parce qu'ils ne voient que l'équipement, pourtant il y a toute une dimension service, il y a toute une ingénierie qui peut se mettre en place. Et puis c'est du made local, Voilà, c'est du voilà. made in Africa, donc à normalement fait. ça crée des emplois. Tout à fait. Ça crée des emplois et puis on n'a plus besoin Donc de le faire grand sortir public les le devises. perçoit comme ça, mais dans mon cas, je suis quand même fier d'avoir levé quand même les leviers d'homologation, d'autorisation, ainsi de suite. C'est pas gagné d'avance chez nous. C'est une bataille. C'est vraie une bataille dont je sais, grosses autorités politiques, de m'avoir au moins accordé ça. Maintenant, pour la commande publique, on attend. Toujours pas de commande publique dans votre cas, mais également à J'ai l'extérieur. quelques commandes, mais je vais dire proportionnellement. Voilà. Mais dans le même temps, je vois que Alors, vous gagnez beaucoup de prix Voilà. et que ça... À l'étranger, c'est très demandé. Et la difficulté que j'ai intellectuellement, j'en discutais avec Keita qui est plus avancé sur ce travail. Je suis parti avec l'idée qu'il ne faut pas exporter mes produits, qu'il faut exporter la technologie. Je pense que les Africains partout ont la capacité. Et quand je vois les problèmes logistiques, mon business model, c'est de dire je viens à Bamako, je trouve des Maliens, on crée une unité. Je veux plutôt faire un atelier en réseau. Donc ça prend plus de temps. J'ai besoin de lever des fonds pour m'installer. On va parler des plusieurs fonds pays, dans ainsi un de instant, suite. mais déjà, est-ce que les connexions sont faites entre vous, les inventeurs, de plus en plus? Est-ce que ces forats, ces réseaux sociaux permettent ces connexions-là? Alors là, parfaitement. Mountaga Keïta. Monsieur Armel qui est là, nous nous sommes déjà vus au Congo. C'était une surprise de le revoir. Ici à Bamako. Nous avons créé une autre connexion là, par là aussi. Alors c'est toute une république secrète de scientifiques qui se crée en ce moment. Le réseautage est énorme. Mais c'est Oui, extraordinaire. nous nous connaissons. C'est extraordinaire. Vous, ici au Mali, est-ce que les autorités vous accompagnent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes moins vu comme le petit gars qui s'éclate dans son arrière-garage? Moi, je travaille beaucoup avec la diaspora. Je travaille beaucoup avec la diaspora et c'est vrai que également avec les ONG principalement qui font des commandes pour les villages. On a fait des projets, par exemple la tournée du soleil. On a donné des lanternes solaires en fait à des écoles
qui vont leur donner à des enfants pour pouvoir étudier le soir dans des villages. Donc c'est des projets vraiment à l'impact social, donc, qui sont financés donc, automatiquement par les ONG. Donc on a moins de relations avec le public, on va dire. Voilà. Clairement, je ne travaille pas avec le gouvernement. C'est mon cas. Hein. Clairement. Vous ne travaillez pas avec le gouvernement? 80% des couveuses que j'ai vendues ont été achetées par des associations. Souvent de la diaspora, parfois au pays, mais c'est toujours des dons, une association qui décide, on va donner une couveuse comme action sociale et qui vient me solliciter. Le gros du marché, c'est ça. Mais comment expliquer que les autorités aient autant de mal à reconnaître des gens qui fabriquent localement? Dans mon cas, c'est récent, donc j'arrive à me dire que peut-être le Covid a bloqué mais je croyais plutôt que le Covid a été Non, dans le cadre de la couveuse. Dans le cadre de la couveuse. Comme le milieu de santé était quand même mobilisé, donc je leur fais l'excuse de penser qu'après avoir accordé les agréments, ils ont peut-être dû se mobiliser mais et que les choses vont déclencher. Vous avez eu cet appareil qui permet de... Comment vous l'appelez déjà? J'ai fait des sas de désinfection. Les sas de désinfection. J'ai fait des fumigateurs aussi pour des espaces. Alors ça m'a introduit plutôt chez les corporates. C'est-à-dire que les grandes entreprises, les institutionnels qui avaient besoin d'afficher clairement qui font ce qu'il faut pour les mesures barrières. Oui, mais là, on a envie de donner de l'électricité dans les campagnes, de permettre aux enfants de pouvoir apprendre le soir. Comment est-ce possible que les autorités maliennes n'aient pas pris contact avec vous? J'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça, clairement. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé, je travaille beaucoup avec l'extérieur, la diaspora. Je travaille beaucoup à l'international. Je suis plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait, du Mali. Oui, mais Chérif Aïdara, vous êtes franco-malien, certes, mais malien. Exactement. Ici, il n'y a personne qui soit venu parmi les autorités dire on peut faire ceci dans tel village ou dans tel autre village? Du tout. Est-ce que vous en avez fait la démarche? J'ai fait la démarche, même à l'inverse. Parce qu'en fait, c'est vrai que la structure, on est plusieurs actionnaires, en fait. Donc, ce que j'avais compris, parce que c'est vrai qu'avec l'histoire, avec le temps, j'ai compris plein de choses. Moi, au départ, ça fait depuis 2011 que j'avais cette idée-là. J'étais venu pour la mettre en place, j'étais encore plus jeune. Quand je suis venu, personne ne m'a écouté, clairement. Ce que j'ai décidé, c'est de rentrer en France et donc de voir avec mes associés, donc un Français, de revenir avec lui. Et ça va changer la donne. De rencontrer des... Donc quand on voit le blanc devant, on se dit « Ah, ça doit être bon ». Ça a changé la donne. En tout cas, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes. Mon Dieu. Malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Parce qu'il y avait un blanc devant, on s'est dit « Ah ». En tout cas, j'ai compris qu'il y avait un avantage. Il y avait un avantage d'avoir quelqu'un d'ancien, âgé quand même. Et on a rencontré des personnes. Mais derrière ça, il n'y a rien qui est devenu. Ouais. Ouais, donc ça commence toujours pas. C'est ça. Donc, vous qui êtes dans la télémédecine, est-ce que vous êtes sollicité pour venir travailler sur place? Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités? Vous êtes par exemple du Burkina. Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités du Burkina pour que vous apportiez votre science? Je vais vous raconter une anecdote qui vérifie ce qu'il a dit. En 2007, je suis allé au Burkina. J'ai fait un réseau. J'ai amené, on était 5, 3 ingénieurs, une spécialiste en communication et moi. On a fait 2800 km dans le pays. Aller voir tous les endroits où il y avait un système médical. Et j'ai proposé un système complet. J'ai donné mes valises gratuitement. 2007, ils n'ont pas pris. En 2007? Oui. J'ai réuni tout le monde, les ministres et autres. Ah, c'est vraiment bien. Ils n'ont pas pris, ils n'ont rien fait. Là, en 2008, j'invite le directeur général de la médecine hospitalière à Düsseldorf, la Mecque de la technologie médicale. À l'époque, je savais qu'il y a le congrès annuel des astronautes et de tous les médecins qui s'occupent des astronautes, de les tester, de les recruter et tout ça. Et le directeur général, qui est un professeur allemand, c'est un ami, il m'a dit, écoute, cette fois-ci, il faut que tu viennes. Donc je l'ai invité et je l'ai amené à cette réunion. Le professeur Rupers, c'est vrai que quand il parle, lui, en tant que médecin, ne comprenait rien, parce que le cerveau, quand il va là-bas, son poids est multiplié par 7. Et Rupers me dit, il dit à tout le monde, j'ai demandé à quelqu'un de venir ici. Moi, quand un astronaute est là-haut, que j'ai besoin de lui faire un examen de sang, si je dis 3 millions d'euros, on me donne les 3 millions d'euros. Et je lui fais une simple goutte épaisse. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui fait plus loin que ce que je fais et qui a le culot de vouloir en faire du business. Docteur Nimoussa Yave, pouvez-vous nous expliquer? Quand je me suis levé, le directeur de la médecine hospitalière, il a été sidéré. Et quand je finis, il dit, alors c'est vrai, nul n'est prophète chez soi. Toi, tu es à ce niveau-là. Ça fait 4 ans que tu nous parles. On ne t'écoute pas.
Et jusqu'à aujourd'hui, on vous a toujours pas écouté. Ils font la bagarre entre eux, on n'écoute pas. Mais, Donc, alors, ce que je veux concrètement, dire- aujourd'hui au Burkina, est-ce que vous avez un contact avec les autorités? Est-ce que vous J'ai travaillez un avec contact le avec Burkina? les autorités, mais je ne parle plus de télémédecine. Ils savent, ils le savent. La dernière Mais fois, ça s'explique il n'y a, comment? pas longtemps, l'Institut de... Ils voulaient organiser un événement national, et puis les gens de Télécom m'ont appelé pour demander si je pouvais faire une conférence par visio. Mais quand j'ai commencé, après ils disent, mais nous, on n'était pas au courant de tout ça. Je dis, mais ça y est, dans vos archives. Tout est écrit, tout est posé là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après vous, explique le fait qu'ils n'utilisent pas vos compétences? Alors, ce qu'il a dit, je le rejoins. Nul n'est prophète chez soi. Moi, on m'appelle au Zimbabwe, on m'appelle en RDC, dans plusieurs endroits pour venir Il va falloir à un moment que quelqu'un pour soit venir prophète chez aider, lui, quand même. pour venir aider le ministère à mettre en place sa stratégie de télésanté. Et je fais l'expertise de ce qu'il y a. Et je propose les solutions. Parce que dans le domaine de télémédecine, ce qui embrouille les ministères, ça existe aussi. C'est une jungle. En matière de normes, en matière de standards, c'est une jungle. On ne sait jamais quelles normes prendre et les ministères sont embrouillés. Et moi, je les aide à mettre en place. Et quand il faut régler une solution ponctuelle, un centre médical ou un hôpital, je leur propose des solutions pour le Alors, faire. on va suivre votre cas parce que c'est quand même grave si les compétences qui existent, on ne peut pas les utiliser. Peut-être que les autorités nous donneront des explications dessus. J'aurais voulu avoir un ministre ici, mais on est au Mali et il n'y a pas de gouvernement au moment où on enregistre cette émission. On attend toujours que le gouvernement apparaisse. Alors, l'autre aspect, c'est le business. On a le sentiment que vous qui inventez, vous ne savez pas la question business, qu'on va toujours rester dans l'artisanat et pas dans l'industrie. Mountaga Keïta, vous qui avez une expérience dans le business, vous avez été banquier même. Est-ce qu'on peut passer de l'artisanat, de la petite affaire à l'industrie aujourd'hui? Rapidement. Très facilement. On peut passer de l'artisanat à l'industrie. Tulip Industrie a commencé par moi seul, Mountaga Keïta. Ensuite, un soudeur. Aujourd'hui, nous sommes 74 experts. Oui, mais quand on voit ce que vous ans. fabriquez, vous devriez être beaucoup plus grand dans beaucoup de pays. Oui, est-ce que les banquiers vous suivent? Les banquiers nous suivent, mais moi, je ne veux pas de banquiers. Voilà. Donc, je préfère travailler aujourd'hui avec les institutions internationales qui passent des commandes et les commandes sont Oui, mais assez vous allez larges. vous faire manger bientôt. Pas du tout. Et je pense déjà que les Chinois essayent de pirater votre produit. Ah oui, parce qu'ils ont essayé à 2 reprises, à base de journalistes interposés, pour venir filmer les unités. Nous les avons détectés, ils ont avoué. Oui, mais si vous restez petit, vous êtes fragile. Non, là, nous avons heureusement là une certaine grosse banque d'investissement au niveau international, au Moyen-Orient. Donc finalement, vous aimez les banques. Qui essaye de rentrer dans le capital. Et vous allez ouvrir la porte. Là, oui, parce que c'est substantiel quand même. D'accord. Serge Armel Djoudjou, dans votre cas aussi, vous avez besoin de grossir. Est-ce que les banques vous suivent? Alors, on a affaire aux banques classiques qui ont des taux d'intérêt que Prohibitifs. les processus d'innovation ne peuvent pas digérer. Donc, on va aller probablement vers du crowdfunding, des moyens Il faut alternatifs. expliquer ce que c'est, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire que on va lever des fonds sur les réseaux maintenant sociaux. qu'on a une certaine notoriété, maintenant que tout le monde sait ce qu'on fait et que ce qu'on fait est bien et portable, c'est clair que l'horizon qui peut permettre que ce que nous fassions, que ce que nous faisons soit soutenable, ça doit être de l'Afrique. Oui, mais quand on vous écoute, on a le sentiment que toutes ces entreprises, c'est bien gentil tout ça, vous avez des solutions, mais qu'à terme, vous ne serez plus patron de votre boîte, que ce ne sera plus du Made in Africa, que les autres vont venir vous racheter. Hein. Quand on écoute généralement Quand nous vos disons modèles des économiques. modèles de financement alternatifs, comme le crowdfunding, c'est-à-dire c'est l'appel à la... Oui, mais on ne lève pas beaucoup de fonds avec ça quand même. Hein. Oui, Ça reste quand même assez limité. tout à fait, mais il faut avoir un certain volume pour aller vers... En fait, c'est par palier que ça fonctionne. Aujourd'hui, je veux 3 millions de dollars. C'est vrai, mais si je les avais, je serais bien structuré pour aller peut-être à la BAD, demander plus. Oui, mais la BAD ne vous prêtera pas de l'argent comme ça facilement, non? Il faut déjà que j'ai la taille qui me permet de discuter avec la Absolument. BAD. Donc comment faire ça? Est-ce que vous ne devez pas être accompagné, et là je me tourne vers Aïdara, est-ce que vous ne devez pas être accompagné aussi des financiers, des gens qui vous disent voici le modèle qu'il faut mettre en place, parce qu'à force on va toujours pleurer et d'autres vont venir récupérer ce que vous avez fabriqué. C'est hyper important d'avoir des financiers avec soi. Mais moi, je voulais revenir, avant de répondre à ça, à la question précédente. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu des prêts bancaires que j'ai refusés. J'ai la chance d'avoir des prêts bancaires à l'international à des taux considérablement bas.
Aujourd'hui, un prêt bancaire à 7-9% au Mali, alors que j'ai des taux à moins de 1% en France. Je ne vais même pas réfléchir à 2 fois. Donc clairement, par rapport à ce paramètre-là, je suis autonome sur ce point-là. Donc financièrement, je suis autonome. Oui, mais est-ce que vous en avez suffisamment pour devenir une vraie industrie, pour sortir, on va dire, de la PME et devenir une vraie structure industrielle? Au niveau de ma stratégie, en fait, en l'occurrence, j'ai diversifié les activités. Aujourd'hui, Africa Solar, en tout cas en l'occurrence, c'est la partie Mali. Sur le long terme, je ne vois pas une industrialisation du produit. Clairement, je suis optimiste, mais réaliste. Voilà. Donc au final, je garde ça reste une PME. Ça reste une PME qui est autonome, qui arrive à avoir, avec les 6 salariés qu'on a aujourd'hui, qui se prennent en charge avec un réseau de distribution. Pourtant, ce que vous faites est hyper important pour les zones rurales essentiellement. Donc ça risque de mourir demain parce que vous ne l'avez pas industrialisé. Est-ce que vous n'allez pas le regretter? Ça demande de la réflexion aujourd'hui. C'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut avoir avec les 2 autres associés que j'ai. Docteur, on a le sentiment que la plupart d'entre vous, vous êtes doués pour inventer, mais pour en faire une industrie, c'est les autres qui vont venir et après on va se plaindre en disant « oui, ils nous ont tout mangé », mais peut-être qu'on n'était pas capable de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à avoir pour devenir des industries, tout simplement, et faire du Made in Africa à une grosse échelle? Ce que vous dites est extrêmement important et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous ensemble ici. Parce qu'il y a les caïmans. Qu'on appelle les crocodiles. Les crocodiles, ils sont ces bouches ouvertes comme ça, ils n'attendent que pour happer. Absolument. Ils sont capables de venir l'attraper, lui donner, bon, voilà, 50 millions d'euros. Tu prends et puis on rachète. Et puis, voilà. Lui, il sera content, mais ils vont prendre ça, puis mettre dans le tiroir et puis c'est fini. Donc, il est important. Et lui, il sera en train de profiter de son argent ailleurs. C'est important que cette réflexion. C'est pas bien ça, Serge Armel. Ça fait maintenant 20 ans. Mais ce qu'il a dit, je suis très content de son argument sur la diversification. Parce que votre question rejoint ce qu'on dit toujours. Mais est-ce que vous pensez que l'industrie, c'est même le modèle africain? Mais on est dans un monde, le monde c'est partout l'industrie. Là, c'est un standard occidental. Le monde, il est grand, mais nous, les praticiens, on est en train de comprendre qu'en Afrique, le chemin, c'est pas de faire l'immense usine comme BMW et comme ça. Parce que la logistique, c'est vrai qu'on dit maintenant qu'on fait la zone de libre-échange. Si je produis des milliers de couveuses au Cameroun, en espérant les distribuer dans beaucoup de pays, je suis sûr que c'est un modèle qui ne marche pas. Je le vois tous les jours. Oui, mais là vous avez pensé peut-être petit, non? Parce que non, là, vous avez dit, on peut penser grand. On peut penser grand. Il y a 1,2 milliard de clients potentiels. Oui, et vous pensez Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Je dis dans l'industrie, il est fixé quelque part. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est 50 ateliers en réseau. Exactement. Moi, je pense qu'il voulait lancer une diversification. C'est d'avoir des mini-ateliers en réseau. C'est ça qui est plus adapté. Oui, docteur, rapidement, il veut terminer, surtout que le temps tourne vite. Voilà, donc que je termine. En fait, il y a une combinaison de ce que vous dites. Parce que les grands, si vous les appelez, ils vont vous happer. Et quand ils vont progressivement, ils vous éjectent. Mais quand je prends, par exemple, moi, mon modèle, aujourd'hui, on a des modèles économiques qui peuvent fonctionner et on va devenir grands, mais tous grands ensemble. Quand j'ai commencé la télécardiologie au Cameroun, malheureusement, ils étaient très gourmands, ils n'ont rien compris. Je voulais produire les ARC, les ECG là-bas et distribuer. Les jeunes là ont voulu... Bon, donc ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je prends ici au Mali, moi je suis venu, ça fait 6 mois, j'ai discuté avec tous les pharmaciens. Et avec les pharmaciens, je dis, bon voilà, vous avez trop de faux médicaments. Ça tue les gens. Il y a 700 000 morts par an en Afrique pour les faux médicaments de palu et de tuberculose. Je dis, je vous fais la traçabilité, la carte d'identité de chaque médicament pour que ce qui rentre dans votre pharmacie, quand ça sort, on sait exactement qu'est-ce qui sort et qu'est-ce que les gens prennent. Ils sont très contents et ils vont payer pour avoir ces solutions. Et quand j'aurai tout ce monde, je n'aurai pas besoin d'investissement. Je fais en même temps, le mois prochain, je lance ici même, au Bamako, une application où si vous allez à l'hôpital en urgence, on vous fait des médicaments de prescription, vous rentrez ça vous dit la pharmacie la plus proche où il y a et combien ça coûte. Tout c'est bien, mais donc, il va falloir malheureusement que nous arrêtions parce que le temps n'est pas extensible, que vous pensiez business. Parce que c'est bien d'inventer,
Mais il y a un énorme marché africain d'1 milliard 200 millions d'habitants. Maintenant, organisez-vous comme vous voulez, mais il ne faut plus que dans 3 ans, dans 4 ans, vous veniez en disant on m'a mangé. Ils ont encore apporté leur impérialisme. Voilà. Peut-être qu'on sera responsable à ce moment-là. Merci en tout cas d'être venu en débattre. Merci. Bon courage dans vos inventions. On espère qu'on aura beaucoup de Made in Africa. Bon courage en tout cas. Nous arrivons au terme de ce débat africain réalisé par Sébastien Faye avec aux caméras Bokari Tchoulenta et Ibrahim Sango. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.